Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Céline Hervieux qui est députée de Paris depuis 2024, mais qui avant était déjà au Conseil de Paris, déléguée à la petite enfance. C'est bien ça, Céline ? Oui, bienvenue. Merci d'être Alexandre. là aujourd'hui. Et on va vous parler dans ce bulletin économique et politique de sa proposition de loi. Alors je vous dis, prenant des mesures d'urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèche privée à but lucratif. La parole est à notre collègue Alexandre Wizy pour le groupe socialiste. Pouvez-vous nous dire si cette étude qui préconise un plan de vigilance renforcé de ce sujet, juste pour donner quelques éléments de contexte, même si peut-être que vous avez aussi, et les uns et les autres, suivi ça, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'actualités, des drames. En 2022, il y a une fillette de 11 mois qui est dans une crèche privée, a bu des produits corrosifs et en est décédée. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, j'imagine dans la foulée de ce drame-là, qui a aussi conclu qu'il y avait un certain nombre de sujets dans le secteur et de sujets graves. Et puis il y a eu ce livre qui a défrayé la chronique de Victor Castanel, Les Ogres, qui revenait sur le fonctionnement de ces crèches privées et qui pointait un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas un petit sujet parce que ces crèches privées, c'est quoi? C'est un tiers du secteur ou quelque chose comme ça en termes de place, donc c'est un sujet très important. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par, tu peux nous dire, qu'est-ce que tu entendais faire par ces mesures d'urgence? Parce qu'évidemment, quand on voit les rapports qui s'enchaînent, en effet, il y a une forme d'urgence qui a l'air de se dessiner. Oui, tout à fait. Merci d'abord pour ton plaisir. invitation. Je suis heureuse qu'on puisse parler de ce sujet. Je commence par dire que c'est un sujet, le secteur de la petite enfance, qui malheureusement est très peu présent dans le débat public, alors que ça concerne tout le monde, qu'on ait des enfants ou pas. La façon dont on accueille les moins de 3 ans en France, c'est une politique publique qui est majeure pour plusieurs raisons. D'abord pour l'égalité femmes-hommes, évidemment, parce que ce sont souvent les mères, les femmes qui sont obligées de rester à la maison en cas de défaut de mode d'accueil pour les très jeunes enfants. Et c'est un enjeu aussi pour le développement des enfants, puisqu'on sait aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant, du très jeune enfant, sur les 1000 premiers jours, à quel point c'est important d'avoir un accompagnement et d'être entouré dans cette période, à la fois quand on est parent, mais aussi évidemment pour les enfants. Donc c'est très très important et je suis heureuse qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un secteur qui traverse de graves crises. Aujourd'hui, on le sait, on parle beaucoup de la pénurie de places, mais il y a aussi un enjeu qui est majeur, qui est celui de l'attractivité des métiers, puisque les jeunes générations aujourd'hui s'investissent de moins en moins dans les métiers de la petite enfance. Ce sont des métiers qui sont pénibles, qui sont largement occupés par des femmes, c'est plus de 95% en France, qui ne sont pas assez rémunérés, pas assez valorisés publiquement. Il n'y a pas vraiment la reconnaissance sociale à la hauteur de l'engagement qu'ont ces professionnels. Donc c'est un secteur qui est fragilisé aussi parce que finalement ça tient beaucoup à la volonté politique, à la volonté d'un pays d'investir justement dans des politiques non seulement en amont de natalité, mais ensuite dans la façon dont on va construire des politiques publiques qui concernent les 1000 premiers jours. Oui, et puis pour les professionnels, les chiffres que moi j'ai lus et que je voyais, c'est 10 000 personnes qui manquent et 50% qui, d'un point de vue démographique, sont plus proches de la retraite que du début de leur carrière. Donc on va en plus avoir dans les prochaines années, pour ceux qui ont des enfants en crèche, c'est mon cas, je le vois même physiquement, il y a des départs qui vont arriver et on ne sait pas comment on va remplacer parce que c'est des métiers pénibles et pas suffisamment rémunérés comme tu le disais. Exactement, oui, tout à fait. On va avoir un vrai problème si on n'investit pas massivement, à mon avis, dans ce secteur. L'objectif de la proposition de loi, donc moi tu l'as dit, je te remercie, j'étais conseillère déléguée en charge de la petite enfance pour la ville de Paris. Donc moi j'ai plutôt conduit des actions de politique publique sur le volet crèche municipale, crèche associative, plutôt sur le volet public. Mais ce qui se passe en France depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'en fait, comme la répartition sur tout le territoire n'est pas égalitaire, c'est-à-dire que vous avez des endroits dans des grandes villes où vous avez beaucoup plus facilement accès à une place en crèche qu'à d'autres endroits dans le territoire. Et donc, on a un déficit de places. Donc ça, c'est clair, tout le monde le dit, à peu près 200 000 places qui manquent, voire plus que ça. Oui. Donc, l'idée, c'était de se dire, on a une politique publique qui est fragilisée, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a une logique de marchandisation, donc un secteur privé lucratif, des acteurs du privé lucratif, qui ont vu là, quelque part, une forme de manne financière. Alors peut-être certains l'ont fait aussi de bonne foi parce qu'ils s'intéressaient aux enfants et au développement du très jeune enfant, mais c'était surtout parce qu'il fallait répondre aux besoins des familles. Et ce qu'a fait le politique jusqu'à maintenant, c'est de dire, bon, on a du mal à recruter, on n'a pas forcément l'argent pour investir massivement dans nos propres crèches, donc on va déléguer tout simplement à des acteurs… Une forme de sous-traitance en fait de la question de la petite enfance. Tout à fait, qui finalement répondait à un réel besoin des familles. Et donc le secteur privé lucratif. 80% des places nouvelles
en crèche sont faites par le secteur privé aujourd'hui? C'est à peu près un peu plus d'une place sur deux. Un peu plus d'une place sur deux, d'accord. Qui est ouvert aujourd'hui, qui relève du secteur privé lucratif. D'accord, ok. Notamment par l'ouverture de ce qu'on appelle les micro-crèches, qui est encore un autre type de structure, mais qui est beaucoup gérée par des entreprises de crèches privées. Et donc l'idée de ce texte était de dire, quand on constate que finalement on a un secteur public en défaillance, un secteur privé lucratif qui ne fait qu'augmenter, et qu'on a constaté depuis plusieurs années, en effet, et tu les as cités, les différents rapports de l'IGAS, notamment de l'Inspection générale des affaires sociales, qui ont pointé en fait des dérives, des cas de maltraitance, des logiques de rationnement sur les couches, sur la nourriture, et finalement parfois des entreprises qui répondaient à des objectifs de rentabilité à très court terme qui étaient complètement contraires à la qualité d'accueil et aux bonnes conditions de travail pour les professionnels. Donc l'administration a fait son travail, elle a dénoncé à travers des rapports. Ensuite, on a les journalistes qui ont fait leur boulot aussi, avec notamment Madame Le Petit, B-Business à l'époque, le livre qui était déjà sorti, qui avait montré qu'il y avait des manipulations financières dans ce secteur. Et il y a évidemment ce livre, tu l'as cité, de Victor Castanet, très important, je recommande sa lecture, Les Ogres, qui met lui aussi en lumière des dérives financières inquiétantes et qui recense des cas de maltraitance aussi. Donc finalement, les journalistes font aussi leur boulot et donc il reste le dernier maillon de la chaîne pour moi. La société civile même s'est engagée puisqu'il y a eu des dénonciations aussi sur les pratiques financières et donc c'est aux politiques aujourd'hui de réagir et d'instaurer finalement dans la loi l'idée d'une forme de régulation. Il faut de la régulation. Mon discours, c'est pas d'être anti-privé, parce que finalement aujourd'hui le privé lucratif occupe une place conséquente dans l'accueil du jeune enfant et il y a des professionnels, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout un secteur, parce qu'il y a des professionnels qui font leur boulot vraiment avec de l'engagement. La question, c'est pas tellement ça. La question, c'est de savoir comment, dans un secteur qui est largement financé par l'argent public, on peut contrôler et avoir un droit de regard sur la façon dont cet argent est utilisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est 66% d'une place de crèche, d'un berceau, qu'il soit privé lucratif ou autre, qui est financé, enfin plutôt dans le privé lucratif du coup, qui est financé par de l'argent public. Oui, je voyais 16 milliards d'euros comme chiffre, hein, c'est des sommes qui sont quand même considérables. Et donc en effet, sur la qualité, il faut qu'on puisse dire notre mot, quoi. Oui, c'est 1,7 milliard d'euros le chiffre d'affaires annuel des entreprises de crèche en France. Ah oui. Et donc comment, dans ton esprit, on arrive à couper cette logique purement financière ou qui risquerait de s'imposer parce qu'on est dans le secteur lucratif? C'est quoi les trucs, les modalités législatives que tu as trouvées pour réussir à caper ça ou à éviter ce problème-là? Mais justement, on y a réfléchi longuement, on a travaillé, on a réalisé tout un cycle d'auditions avec les partenaires sociaux, les syndicats, on a rencontré les fonds d'investissement, on a rencontré les dirigeants d'entreprises de crèche, on a rencontré aussi des élus locaux. Et donc, on a réussi à trouver un mécanisme de régulation qu'on veut assez simple et clair à comprendre. C'est que quand un fonds d'investissement ou un fonds de dette veut investir dans une entreprise de crèche, eh bien, elle va se soumettre à une autorisation préalable du ministère, de deux ministères en l'occurrence, le ministère de l'économie et le ministère des affaires sociales. Donc en fait, l'idée c'est de dire, ces fonds d'investissement et fonds de dette, ils veulent investir dans le secteur de la petite enfance, mais ils n'investissent pas dans ce secteur comme ils investiraient dans tout autre secteur. On parle d'un secteur que moi je considère comme étant stratégique, puisqu'il s'agit de nos très jeunes enfants. Il y a des spécificités, donc on n'investit pas de l'argent et on ne vient pas avec un plan de financement qui va être contraire aux normes et à la qualité d'accueil qu'on attend aujourd'hui en France. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une autorisation préalable et que ce sont aux ministres, donc au pouvoir public, au gouvernement, de décider si oui ou non le plan de financement est cohérent avec le secteur d'activité, en l'occurrence la petite enfance. Finalement, on est dans des logiques qui sont assez proches de celles des EHPAD. Enfin, j'ai envie de dire, c'est se dire que au deux bouts de la chaîne, il y a des publics vulnérables, donc sur lesquels on peut faire des pratiques qu'on ne pourrait pas faire sur des adultes parce que les adultes pourraient se rebeller ou dire tout simplement que ce n'est pas possible. Et donc, en fait, c'est s'intéresser à l'investisseur et voir justement si c'est un investisseur qui n'a qu'un objectif de rentabilité. C'est ça, c'est-à-dire que voir un peu comment les investisseurs se comportent pour pouvoir les écarter s'ils ont mauvaise réputation, mauvaise presse et qu'on sait qu'ils ont mal travaillé dans certaines crèches. C'est ça un petit peu l'idée qu'il y a derrière? C'est exactement l'idée qu'il y a derrière. C'est l'évaluation et une autorisation au moment de l'entrée au capital et 2 ans après, un nouveau contrôle. Parce qu'il s'agit aussi de voir sur la durée. Quel impact ça a eu sur l'entreprise de crèche? Quel impact ça a eu sur la qualité d'accueil in fine sur le terrain?
D'accord. Et il y a tout un volet de la proposition de loi que j'ai regardé qui concerne les sanctions, c'est-à-dire les sanctions effectives, le régime de sanctions. Et il y a une des propositions qui est de durcir quand même ce régime de sanctions dans deux sens, à la fois l'étendre, c'est-à-dire qu'on était sur des sanctions qui touchaient plutôt l'hygiène et la sécurité, mais étendre aussi aux projets pédagogiques, si j'ai bien compris. Enfin, Tout à fait. peut-être il faut que tu m'expliques les choses. Et puis augmenter aussi sur le montant des sanctions, puisqu'on était sur des choses qui étaient de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires. Et toi, tu proposes de tripler ces sanctions, si j'ai bien suivi les choses, vers 15% du chiffre d'affaires. C'est quoi la logique? C'est parce qu'aujourd'hui, tu considères que ce n'est pas dissuasif, les sanctions, les crèches, elles acceptent ce taux de perte, de temps en temps, elles se font contrôler, elles payent les amendes et les choses continuent. C'est ça que tu as pu observer qui t'ont poussé à faire ça? Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est exactement ce que tu dis. L'article 2, son objectif, c'est de renforcer les sanctions en cas de non-respect des normes d'accueil et de taper au portefeuille, puisque, bon, malheureusement, on sait que c'est ce qui marche. Donc l'idée, c'est effectivement de rehausser ce plafond pour le porter à 15% du chiffre d'affaires. Mais je pense qu'en fait, cet article, et en discutant avec toutes les parties prenantes, il fonctionnera et il doit fonctionner en corrélation avec des contrôles qui augmentent. Parce que la réalité aussi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. On a un chiffre, un ordre d'idée de combien Alors on a un chiffre qui est aberrant, qui est de 55 ETP, donc équivalent temps plein, 55 personnes aujourd'hui en France pour contrôler l'ensemble des crèches. Donc même pas un par département en fait. Quand on y pense, ça veut dire même pas un par département. Ah non, mais on en est très très long. Alors normalement, ce sont donc il y a deux organismes qui contrôlent, c'est les PMI et les CAF, parce que la CAF contrôle l'usage de l'argent public qu'elle verse, et la PMI est censée contrôler plutôt sur un volet qualité. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que les contrôles sont très disparates en fonction des PMI et donc effectivement sont plutôt ciblés sur des mesures de sécurité qui sont importantes mais qui relèvent plutôt du bâtimentaire. Voilà. Et pas tellement sur le projet d'éveil proposé aux enfants ou sur le niveau de formation, de qualification des professionnels. Donc il faut qu'on aille plus loin là-dedans. J'avais proposé un amendement au dernier budget pour porter à 150 ETP au moins le nombre de contrôleurs pour qu'on puisse avoir plus de personnes parce que c'est de la ressource humaine aussi qui nous manque. Parce que sur le fond, on a une charte de l'accueil du jeune enfant, on a des normes de qualité, tout ça est déjà dans la loi. Donc maintenant, il s'agit de le faire appliquer et ensuite derrière qu'on puisse avoir des sanctions qui sont à la hauteur du risque qu'on fait peser sur les enfants si on ne respecte pas ces normes d'accueil. D'accord. Donc c'était l'objet de mon deuxième article. D'accord. Et alors je prends l'article 3 aussi sur les formations, tu as dit un mot tout à l'heure, mais en fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, de ce que j'ai compris, en fait, on peut devenir assistante maternelle à distance. C'est-à-dire qu'on peut… Auxiliaire de puériculture, pardon, tout à fait, à distance. Tout à fait. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir une présence physique dans une crèche pour devenir auxiliaire de puériculture. Enfin, comment ça se passe? Et qu'est-ce que toi, tu proposes pour remédier à ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis des années, comme on a du mal à recruter des personnels, les politiques ont fait le choix de baisser le niveau de qualification. D'accord. Finalement, ça répond, c'est assez logique comme raisonnement. On n'arrive pas à recruter sur diplôme, on va baisser la part de diplômés, on va recruter des gens, on va aller chercher des gens, on va essayer de les reconvertir, des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur de la petite enfance, ou des jeunes qui sont un petit peu perdus dans leur orientation en leur disant allez-y, vous allez voir, vous trouverez du boulot, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas de politique publique, on n'a pas pensé en fait l'attractivité de ces métiers plus globalement. La question de l'orientation pour les jeunes générations, elle est très importante, mais ça va avec les conditions de travail améliorées sur le terrain. Donc ça, c'est très important. Et au lieu, ce que nous disons et ce que les syndicats disent depuis le début, c'est de dire, au lieu de baisser le niveau de qualification, c'est un cercle vicieux en fait, parce que plus vous le baissez, plus vous donnez l'impression que sur ces métiers, finalement, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir eu des enfants, puis c'est instinctif de toute façon, s'occuper des enfants, changer les couches, comme si ça se résumait qu'à ça la journée dans une crèche, mais passons. Donc c'est ça, et en fait nous luttons contre ça. Moi je dis toujours que les professionnels de la petite enfance sont des experts du développement de l'enfant. Ce sont des professionnels qualifiés et qui accueillent nos enfants, qui organisent beaucoup d'activités, qui prennent soin. Et le prendre soin, ça ne s'apprend pas derrière un écran. Or, ce qu'on a constaté, c'est que justement, parce qu'on va chercher des profils un peu divers et variés, pullulent maintenant sur Internet des formations en ligne, en un clic, en quelques dizaines d'heures, vous allez obtenir votre diplôme, vous pourrez travailler. Mais on ne peut pas tolérer ça. Donc, l'objectif de ce troisième article, c'est de dire on interdit
les formations 100% distancielles dans ce secteur. Il faut qu'il y ait un moment de présentiel. Absolument. Il faut qu'on soit sur le terrain, la pratique, le contact humain avec un très jeune enfant, avec un bébé, ça s'apprend sur le terrain en fait. On peut pas. Il y a peut-être des modules théoriques qui peuvent éventuellement se faire sur Internet, mais derrière, il faut qu'il y ait une expérience pratique. Donc c'est ça qu'on veut garantir puisqu'on est en train de voir petit à petit les choses aller dans ce sens et on veut mettre un stop à cette logique qui voudrait dire que finalement on peut se former facilement et qu'il n'y a pas tellement d'enjeux et que tout le monde peut le faire. D'accord. Et alors très bien, et peut-être c'est l'article final parce qu'au-delà de l'urgence, il y a aussi un secteur qui nécessite une forme de planification. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne peuvent pas mettre leurs enfants en crèche. Je regardais les chiffres, c'est 50% des familles le voudraient et seulement 19% le peuvent. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes? C'est-à-dire que c'est une demande de rapport au gouvernement pour qu'il y ait un vrai service public de la petite enfance qui se met en place. Et qu'est-ce que c'est pour toi un vrai service public de la petite enfance? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, pas seulement dans l'urgence, mais disons sur une période de 3 à 5 ans, si demain on revient au pouvoir, ce qu'on espère fort, faire pour ce secteur? Oui, d'abord, il faut rappeler effectivement ce chiffre, c'est 160 000 parents qui arrêtent de travailler tous les ans faute de place d'accueil. Parce qu'il y a les places en crèche et après il y a l'accueil aussi individuel. Pour moi, c'est un enjeu qui est majeur, qui est un enjeu d'avenir. Et chaque euro qui n'est pas investi dans ces premières années de la vie, on le paye ensuite en dépenses sociales. Je dis ça pour les gens qui ont la calculette dans la main en permanence. Mais c'est un élément très très important. On le paye comment, tu veux dire, juste pour ceux qui ont la calculette? On le paye dans le sens où quand on ne crée pas les conditions d'un environnement sécure, stable pour un enfant et quand on ne lui offre pas des expériences de sociabilisation dès le plus jeune âge, derrière, on a des adultes qui sont moins sécures eux-mêmes, qui s'insèrent moins professionnellement. Parce que beaucoup de choses se jouent dans ces premiers âges. Beaucoup de choses se jouent dans ces premières années de la vie. Et donc, on a des personnes qui sont moins bien insérées socialement, professionnellement, qui sont moins bien dans leur tête, moins bien dans leur corps. Et tout ça, ça se répercute in fine. Donc, c'est très, très important d'accompagner à la fois les parents dans ces premières années, et notamment les nouveaux, les jeunes parents, et les enfants. Donc, pour moi, c'est une politique publique qui est majeure. Et ce que je constate, c'est qu'en France, on a un très beau modèle d'éducation nationale qui est sans cesse valorisé, qui est en difficulté aussi d'ailleurs, mais qui est mis en avant sur le devant de la scène. Mais tout ce qui se passe avant 3 ans, c'est comme si finalement ça revenait à la charge des familles. Et c'est aussi une vision politique de ce que c'est que l'accueil d'un nouvel enfant dans une famille, à quel point l'État doit venir interférer dans ce qui relève de l'intime, de la sphère très intime familiale. Donc pour moi, il faudrait construire idéalement, dans ma vision, un continuum finalement dans même les 6 premières années de la vie. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les pays du Nord où on voit qu'en fait, eux, ils n'ont pas cette coupure à 3 ans. Ils ont des structures qui permettent de prendre en charge l'enfant de façon continue jusqu'à 6 ans. Par exemple. Donc c'est vrai qu'en France, on a obligation de scolarisation à 3 ans, mais alors tout ce qui se passe avant, on s'en occupe assez peu. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça dépend beaucoup des collectivités territoriales dans lesquelles vous êtes. Les maires qui Le service public n'est pas national, en fait. Ça dépend de la volonté du maire qui a une ambition ou pas pour la commune. Exactement, qui a les moyens ou pas. Parce qu'il faut dire aussi, il y a beaucoup de maires qui aimeraient faire plus et qui n'ont pas les moyens. Donc là aussi, à chaque fois qu'on coupe des fonds pour nos collectivités, il faut penser derrière à tous ces services publics et dont la petite enfance fait partie. Donc quand je vois par exemple à la ville de Paris en 2001, quand la gauche arrivait au pouvoir, on était le dernier département en matière d'accueil du jeune enfant. Aujourd'hui, on est le premier. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté politique massive. Et il y a eu un investissement, mais qui sera rentable sur le plan humain et financier aussi, je pense, à long terme. Mais donc c'est très important. Donc moi je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens de la qualité en fait sur ces premières années de la vie, et je sais que ça se répercutera positivement, y compris sur les capacités d'apprentissage. À l'entrée dans l'école maternelle, on voit vraiment la différence. Oui, c'est vraiment de l'investissement très important. Et puis quand même la bonne nouvelle, peut-être qu'on peut finir là-dessus, c'est que cette proposition de loi, elle a déjà eu l'assentiment d'un bout de l'Assemblée, puisqu'elle est passée en commission, et c'est unanimité, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. Ça a été voté à l'unanimité. Ça veut dire qu'à l'unanimité, le contenu de sa proposition de loi a été validé par la commission. C'est quand même de bonne, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais c'est quand même de bon augure pour la séance et pour ce qui se passera à l'Assemblée. Tout à fait. Moi, je vous donne rendez-vous à toutes et tous jeudi prochain à l'Assemblée nationale pour le débat sur ce texte. Je l'espère qu'il sera débattu, et si c'était le cas, j'ai bon espoir qu'il soit adopté parce qu'il va dans le sens de l'intérêt général des familles, des enfants et des professionnels. Et après, on le reprendra au Sénat pour une adoption définitive, et puis
l'affaire sera pliée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau bulletin économique et politique.